Super, bonjour à tous. Le sujet du jour, on va apprendre à parler. On va apprendre à parler aujourd'hui. Et qui dit parler, dit bien s'hydrater. Avec de l'eau. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous donner des petites clés, des petites astuces pour bien parler en fonction des situations, sachant que au final, ben, toutes ces petites astuces, elles vont quand même vous aider dans la vie de tous les jours, toutes les situations, parce que bien parler, mais surtout savoir adapter son langage à une situation, c'est toujours important. Savoir bien parler dans certaines situations, c'est aussi savoir bien préparer ses interventions. Et aujourd'hui, j'ai préparé quelques petites notes en plusieurs points. Donc, on va voir différents aspects de l'expression orale, appelons ça comme ça aujourd'hui. On va voir la négociation, on va voir la plaidoirie, on va voir l'éloquence, qui sont des choses qui sont différentes, mais à la fois qui sont complémentaires. Donc, on va voir comment on peut utiliser ça dans le milieu professionnel, pas seulement en droit, dans des relations commerciales, voire même dans des relations humaines. Je vais pas aller jusqu'à dire dans des relations amoureuses parce que, d'un point de vue sentimental, affectif, vous commencez à tout calculer, ça peut perdre l'essence même du sentimental. En revanche, dans un rapport de séduction, parce qu'au final, à chaque fois que vous discutez avec quelqu'un, l'objectif c'est un petit peu de le séduire, il y a des choses qui peuvent se retrouver. Donc déjà, on peut commencer par des notions. L'éloquence, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de convaincre. Contrairement, mais à côté de ça, la plaidoirie, qui peut être éloquente ou pas forcément extrêmement éloquente, c'est la plaidoirie se rapprocherait plus de défendre une cause. Donc, qui dit défendre, dit qu'on est en quelque sorte attaqué. En tout cas, on défend une position. Alors que l'éloquence, ça va être convaincre une position un peu plus générale, mais pas forcément dans un débat. On peut être éloquent sans devoir se défendre d'une opposition, alors qu'une plaidoirie suppose nécessairement une confrontation avec quelqu'un d'autre. Donc l'éloquence va être un cadre beaucoup plus général. L'objectif de l'éloquence est toujours de faire adhérer les autres à notre point de vue, ou en tout cas, dans l'éloquence, ça va être la forme qui va être privilégiée plus que le fond, alors que dans la plaidoirie, ça va être le fond plus, même si la forme est très importante dans une plaidoirie, mais on fait d'abord passer le fond avant la forme. Et enfin, la négociation qu'on pourrait reprocher de la médiation et de la conciliation, ça va être trouver un terrain d'entente. Faire en sorte que les deux parties, voire plus de parties, qui ont des intérêts initialement opposés, vont finalement trouver un terrain d'entente. Un échange de concessions réciproques. Donc chacun va concéder un petit peu de terrain pour que ces autres prétentions soient acceptées par la partie adverse. Ça va être les différents points qu'on va voir, et forcément ces points dans le métier d'avocat sont des choses qui sont extrêmement importantes. L'éloquence peut avoir un rôle, mais n'est pas forcément quelque chose qui est fondamental. Il faut savoir bien parler parce que l'avocat, lorsqu'il s'exprime, ça va être son premier outil. La manière dont il va s'exprimer, dont il va parler avec ses clients, qu'il va parler avec des magistrats, ça peut être avec des policiers, avec d'autres avocats, avec des parties adverses. Donc forcément, l'avocat qui est le porte-parole de son client, s'il s'exprime mal, ça va donner une mauvaise image de son client. L'éloquence a cette part d'importance dans le sens où c'est vraiment l'apparat du langage. Plus l'éloquence est prononcée, et plus on va avoir une bonne impression de ce qui est dit. Mais il faut savoir mettre le curseur au bon endroit selon les situations. Si vous êtes dans une négociation commerciale et que vous avez un langage, quand bien même extrêmement éloquent, vous parlez très bien, mais ça ne se prête pas forcément à la situation. Pareillement, on peut avoir cette image de l'avocat au tribunal, certains beaucoup l'image de Dupond-Moretti, ou en tout cas des grands gestes, des grands mots, un vocabulaire qui est très soutenu, c'est pas forcément ce qui est le plus adapté au prétoire. Bien au contraire. Très souvent, dans un tribunal, on défend sur des bases juridiques, donc avec quelque chose qui est très concret, et l'éloquence au sein d'un tribunal a souvent pour objectif justement de masquer l'absence de fond au profit de la forme. Donc on va habiller la mariée parce qu'on n'a pas tant d'arguments que ça sur le fond. Quand on a un dossier qui est solide sur le fond, on peut aller directement à l'essentiel, aller être très pragmatique, les choses se passent de telle et telle manière. En revanche, quand vous avez un dossier qui est plus compliqué, les arguments de fond, les arguments de droit manquent, dans ce cas-là, c'est là qu'on va faire preuve de plus d'éloquence parce qu'il faut convaincre d'une autre manière. Dans une relation commerciale, vous pouvez voir également un produit qui a du mal à se vendre, quelqu'un qui va vouloir vendre un produit, mais en utilisant des grosses formules, des grandes formules, qui va appuyer plus sur des termes, sur la forme de sa présentation, plutôt que sur le fond du produit, sur le produit lui-même. Très souvent, ça signifie que le produit est pas si qualitatif que ça. Parce que si le produit est qualitatif, qui fonctionne bien,
bah, il y a juste à l'essayer, à le démontrer et c'est réglé. Ces clés d'expression orale, au final, on va les retrouver un petit peu partout. Si on pousse un petit peu, la comparaison, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais dans des relations humaines, vous voyez directement également ceux qui vont, se décrire sur le fond, sur leurs qualités, sur leurs compétences et ceux qui vont se décrire sur la forme, sur l'image qu'ils renvoient plutôt que, les qualités qu'ils ont vraiment. Et cette transposition, on peut la faire à peu près à tous les domaines. C'est pour ça que ce sont 2 compétences, la plaidoirie, l'éloquence, 2 compétences qu'il faut savoir manier, surtout qu'il faut savoir utiliser de manière complémentaire. Savoir passer de l'un à l'autre, savoir quand utiliser l'un et l'autre. Et le troisième point, c'est la négociation. La négociation, vous partez d'un point de départ et la personne en face est pas forcément d'accord avec vous, mais bon, on va faire des concessions. Ok, je suis prêt à ne pas faire ça, mais en échange, on fait ça. Et donc, avant d'entrer en négociation, cibler quels sont les points sur lesquels vous êtes intangible, sur lesquels vous ne reviendrez pas, et ceux qui sont ouverts à la concession. Ok, ce point-là, il est moins important. Si je ne l'ai pas, je peux m'en passer. Mon revanche, ce point-là est fondamental pour moi. C'est l'essentiel de mon deal, donc celui-là, je n'y renoncerai pas. Ça, c'est la première étape avant de rentrer en négociation. Mais une fois que vous rentrez en négociation, et là on parle vraiment dans une sorte de confrontation des négociations, pas forcément entre amis ou quoi, mais si la partie en face sait que un point est fondamental, elle va tenter de vous le faire abandonner. Si elle veut vraiment avoir l'ascendant. Ou au contraire, ça c'est quand on est sur un rapport plus ou moins égalitaire, mais quand vous êtes sur un rapport de force entre deux parties, si vous êtes plus faible, vous savez que les points fondamentaux, une fois qu'ils sont identifiés, faut pas y toucher, sinon vous perdez le deal. Si vous êtes la partie plus forte, en revanche, c'est là qu'il faut jouer en menaçant ces points essentiels par des contre-arguments qui vont permettre de faire comprendre à la partie en face que, attention, ce point, je sais qu'il est essentiel pour toi, si je veux le faire sauter, je le fais sauter. Donc maintenant, c'est moi qui vais imposer mes règles. Donc première étape, on identifie ces points essentiels à soi, ceux qui ne peuvent pas faire l'objet de concessions, et ensuite, on identifie les points essentiels de la partie en face. Une fois qu'on a établi un peu cet échiquier, parce que c'est vraiment une partie d'échec, on va rentrer en négociation, et la troisième étape va être de dissimuler au maximum à la partie adverse quels sont les points essentiels et quels ceux qui ne le sont pas. Et au contraire, si on arrive même persuader la partie adverse qu'un point non essentiel est essentiel, là c'est un vrai avantage parce qu'on va pouvoir faire croire à l'adversaire qu'on abandonne un point essentiel pour que lui abandonne également un de ses points essentiels. Et derrière, obtenir l'avantage. Donc c'est pour ça que je parle de partie d'échec, parce que en face, il faut non plus pas se tromper, parce qu'il y a la même stratégie qui est mise en place. Donc il faut identifier quel est le point essentiel de la partie adverse, mais ne pas se tromper en se disant ah bah c'est peut-être un leurre. Et donc pour ça, on essaye de se mettre à la place en face. Si moi j'étais à sa place, qu'est-ce que je qualifierais de points non négociables? Donc au final, quand on prend plaidoirie, négociation, éloquence, on marie un petit peu tout ça, et je dirais que c'est à peu près ça, en fait, la majorité du métier d'avocat. Pas forcément être dans les tribunaux, pas forcément conclure, écrire, faire des raisonnements juridiques, mais c'est vraiment l'avocat, en tout cas, qui va être indépendant, qui va travailler pour son compte, qui va travailler ses dossiers. Le fond du droit reste à peu près le même. Toujours, il y a le droit tel qu'il est retranscrit, on va avoir la jurisprudence. Au final, sur une situation donnée, on va avoir une, voire une réponse et demie selon les interprétations. Mais en cas d'interprétation, c'est par le jeu de ses arguments, de son expression orale, mais également qui se retranscrit à l'écrit, qu'on va imposer sa propre vision. Je me réhydrate. Donc ça, c'est vraiment le cadre général, en quoi ces différents aspects sont-ils utiles et nécessaires. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va voir peut-être quelques conseils que je pourrais vous donner pour améliorer vos plaidoiries, vos négociations, peut-être aussi votre éloquence. Comme beaucoup de monde pendant mon cursus, j'ai fait pas mal de concours d'éloquence. J'étais pas très bon, pas parce que j'étais pas éloquent, mais je pense que, en fait, c'est que j'avais pas compris le but de l'exercice. Faut distinguer bien concours d'éloquence, concours de plaidoirie. Concours de plaidoirie, j'étais très bon. Concours d'éloquence, beaucoup moins. L'éloquence, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la forme. Et je suis quelqu'un qui est très pragmatique, donc sur un concours de plaidoirie où ce sont des arguments qui vont s'opposer, c'est un exercice dans lequel je suis assez doué, donc je sais identifier les arguments pour, les arguments contre, et surtout les failles de chaque position. J'anticipe mes propres failles pour préparer un contre-argument. En revanche, l'éloquence,
L'éloquence, c'est presque, j'ai envie de dire, plaire avec les mots. Donc c'est mettre un bel emballage, peu importe, le fond est mis au second plan. Et donc l'exercice de l'éloquence, au-delà de convaincre, en réalité, c'est même de séduire quelqu'un par une idée. Enfin, faire en sorte que la personne à qui vous parlez soit séduite par votre idée. Et ça, uniquement par la manière dont vous allez l'exposer. Comment améliorer son éloquence? Forcément, ça va être lire beaucoup et lire vraiment de tout, pas uniquement un style littéraire en particulier, mais vraiment lisez un maximum de choses, peu importe le registre, des bandes dessinées, de la presse locale, de la presse nationale, de la poésie, des romans policiers, des romans de gare, ou alors ce qu'on peut appeler de la grande littérature. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'acquérir un vocabulaire que vous pourrez adapter à n'importe quelle situation. Premier point. Deuxième point, il faut parler, forcément. Tout passe par l'entraînement, donc il faut parler au maximum. Et encore une fois, tout comme vous lisez un peu de tout, il faut parler un peu à tout le monde, pas se dire bah je veux parler uniquement à des personnes qui vont avoir un vocabulaire plus fourni. Non, parce que on peut constater que selon certains milieux socio-professionnels, on va avoir un type de vocabulaire, un type de langage qui va être assez normé, assez encadré. Et au final, si vous restez vraiment dans votre case, vous n'allez pas vous mettre en difficulté, vous sortez pas de votre zone de confort et vous n'êtes pas capable au final de vous adapter. Il faut se dire que, bah, à chaque fois que vous parlez à quelqu'un, vous ne savez pas à qui vous parlez, quel est son passif, quelles sont ses compétences, sa fonction même, ou quand vous êtes au tribunal, vous ne savez pas, vous pouvez vous retrouver contre quelqu'un qui a pas forcément d'avocat, vous pouvez vous retrouver face à un juge qui a plus de 50 ans, un qui a moins de 30 ans, donc forcément, la manière d'amener les choses, la sensibilité à l'expression ne va pas être la même. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir diversifier au maximum son langage, son expression et ses interactions. Troisième tips que je pourrais vous donner, l'éloquence. Quand on pense éloquence, on pense surtout expression orale. Qui dit expression orale, il faut non seulement savoir parler, mais il faut savoir se faire écouter. Et pour savoir se faire écouter, il faut bien parler. Et là, on le dit dans le chat, je parle pas assez fort, donc déjà, il faut faire en sorte qu'on entende votre voix. Donc ça aussi, lorsque vous parlez souvent, vous êtes plus à l'aise avec votre voix, vous êtes plus à l'aise avec le fait de parler en public, donc ça vous permet d'avoir une voix qui est plus stable, sans avoir de variations dans les tons. Beaucoup de personnes, quand elles commencent une présentation, elles vont commencer à parler très très vite, ou alors très fort, et ensuite ça va descendre au fil du temps, et au bout de 10-15 minutes de présentation, on n'entend plus rien parce que la personne ne lève pas les yeux de ses notes. Donc, encore une fois, et comme toujours avec l'expression orale, c'est l'entraînement qui permet de s'améliorer. Autre tips, quand vous avez une présentation ou une plaidoirie à préparer, buvez de l'eau. Rien d'autre que de l'eau. Le café ou le thé, ça assèche la gorge. Si vous buvez du café ou du thé une demi-heure avant une présentation orale, vous allez avoir la bouche sèche tout du long, c'est horrible et ça s'entend. Il y a la bouche pâteuse, c'est pas agréable pour vous, c'est pas agréable pour l'auditoire, donc vraiment évitez au maximum, prenez un maximum, autant que possible, buvez de l'eau. Autre conseil pour ceux qui ont du mal à articuler, c'est ridicule. Vous allez avoir l'air ridicule, mais vous vous entraînez à parler avec une cuillère en bois entre les dents. Vous serrez la cuillère sur le manche, pas trop large, hein, de quoi faire tenir. Si vous réussissez à vous faire comprendre avec une baguette en bois entre les dents, c'est que vous articulez suffisamment bien pour que tout le monde puisse vous comprendre sans rien. Et en fait, il faut s'habituer. Et honnêtement, j'avais la chance d'habiter seul, mais j'ai passé des heures à m'entraîner comme ça. Donc je me filmais moi et ensuite je me regardais. Si j'arrivais à comprendre distinctement tous les mots que j'utilisais avec une baguette en bois entre les dents, c'est que j'articulais suffisamment bien. Et au final, le visage, la bouche va naturellement articuler à force de s'entraîner à justement surarticuler. Parce qu'il y a un tel exercice sur les maxillaires à faire la première fois que finalement la mâchoire s'y habitue. Encore un dernier tips. On a tous des tics de langage. Le mieux pour identifier ces tics de langage, ça va être de demander à ceux qui vous écoutent régulièrement quels sont les mots que j'utilise le plus souvent et qui sont pas forcément nécessaires. Il y a deux ennemis dans des présentations orales, c'est et voilà. Vous terminez une présentation, vous savez plus quoi dire et vous dites voilà. Pour le voilà, c'est très simple. Préparez-vous une phrase de conclusion, mais très courte de quelques mots pour une fin de présentation, et en fait, vous la ressortez tout le temps. C'est un peu votre classique de fin de présentation. Ça vous donne un repère de fin. Psychologiquement, en fait, vous savez que vous arrivez à la fin, donc vous savez comment amener le ton, etc. Et c'est beaucoup plus élégant que voilà.
Et ça vaut sur des exercices oraux, sur des présentations, sur des plaidoiries, mais également dans des entretiens d'embauche quand on vous dit présentez-vous. Et ça, systématiquement, dans des entretiens, je l'ai, la personne va se présenter, le parcours est très bien, et à la fin, je cherche un stage pour améliorer, et donc voilà. Voilà, c'est pas une conclusion. Donc trouver une petite phrase pour conclure vos présentations orales, ce sera beaucoup plus élégant. Pour le E, là, c'est un travail qui est beaucoup plus long. C'est un travail qui va demander plus d'exercice. Et parce que c'est rentré un peu comme un tic de langage au fil du temps, et c'est au fil du temps que ça va disparaître d'un tic de langage. Le premier exercice que je peux vous conseiller, c'est d'apprendre à parler, et à chaque fois que vous avez envie de dire E, vous le remplacez par Parce qu'un c'est moins inélégant. En tout cas, j'ai pas envie de dire que c'est plus élégant, mais ça passe mieux qu'un parce que vous savez pas quoi dire. Vaut mieux un suivi d'un petit silence qu'un qui est disgracieux. Donc, très globalement, ça, c'est les tips que je donne généralement. Vraiment, si vous voulez vous entraîner à la plaidoirie, à l'éloquence, prenez des sujets nuls, lambda. En fait, plus le sujet est nul, et plus ça va être un exercice qui va être compliqué. Si je vous demande défendez l'abolition de la peine de mort, il y aura 1000 arguments, ça va partir dans tous les sens, ça va être génial, etc. On va revenir, il y aura des positions sur les libertés fondamentales, les droits de l'homme, etc. Ok, c'est du vu et du revu. Si je vous demande de défendre le suffrage universel au sein du village des Schtroumpfs, ça paraît complètement ridicule, mais ce genre d'exercice, c'est vraiment ça qui va vous pousser dans vos retranchements, parce qu'on sort d'une réflexion qui est habituelle. Donc si vous voulez vous entraîner vraiment, et surtout sur, enfin que ce soit tant la plaidoirie que l'éloquence, encore une fois, ce sont deux compétences qui sont complémentaires, mais dont les objectifs vont être légèrement différents. Prenez des sujets complètement ridicules, affrontez des amis, filmez vous-même, et c'est vraiment ce genre de choses qui peut être déjà très marrant, et qui va vraiment vous mettre en difficulté pour justement dépasser j'ai presque envie de dire dépasser vos limites, mais surtout sortir de votre cadre habituel et de votre zone de confort. Est-ce qu'il y a des tips sur le verbal et le paraverbal? Donc tout ce qui va être langage corporel, la gestuelle et les silences, donc tout ce qui est autour des mots, ça c'est extrêmement important. Au fur et à mesure de mes plaidoiries, je vais placer des petits moments de silence, parce que je sais que si je ne parle pas pendant 2-3 minutes sans avoir 2-3 secondes sans avoir apporté de conclusion, autour de moi, ça veut dire il y a un silence, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce qu'il a terminé? Je me reconcentre. Non, il continue. Et là, j'ai leur attention. Ça joue aussi sur les mouvements. Selon la taille de l'éditoire que vous avez, selon le nombre de personnes que vous avez devant vous, vous allez vous déplacer différemment. Dans un tribunal, vous marchez très rarement. Peut-être les pénalistes, etc. Quand on vous regarde, si vous êtes devant 2-3 personnes, en tout cas devant un petit auditoire, une dizaine de personnes, vous n'allez pas bouger de la même manière que devant 200 personnes. Plus vous avez de personnes, plus vous pouvez vous permettre de bouger largement. Ensuite, le déplacement sur scène, il ne faut pas se déplacer à n'importe quel moment. Si vous marchez trop vite, on ne va pas vous suivre. On va baisser la tête, on va regarder en l'air, c'est bon, ça va trop vite, j'arrive pas à me concentrer, il y a trop de choses, je dois écouter quelqu'un parler qui donne beaucoup d'informations, en plus il bouge dans tous les sens, je vais regarder mes messages. Je vais me déplacer d'un point à un autre sur l'estrade ou sur la scène uniquement lorsque je passe d'une idée à une autre. Je ne me déplace pas lorsque j'expose une idée. Parce que justement, psychologiquement, le mouvement du corps va matérialiser le mouvement d'une idée vers une autre. Si je bouge en cours d'idée, je peux perdre de l'attention. Ce serait mon dernier conseil mon dernier conseil pour aujourd'hui, sur justement cette expression orale, que ce soit sur une scène, sur une estrade, dans une salle d'audience. Si, dernier petit tips que je peux vous donner. C'est un conseil qui m'a été donné, enfin qui a été, pas à moi personnellement, qui a été donné par un de mes anciens professeurs, professeur Solaire Couteau, qui a été professeur de droit administratif à l'université de Strasbourg, grand professeur, grand avocat. Je vais vous raconter l'anecdote telle qu'il nous l'a racontée. Il a reçu un dossier, donc lui est il est expert en droit immobilier, de la construction, marché public, etc. Il reçoit un dossier, une société, je crois que s'est vu refuser un permis de construire par la mairie. Il dit, c'est illégal, parce que la personne qui a signé n'avait pas pouvoir pour signer. Et donc, rien que ça, c'est un dossier qui se facture pas. S'il suffit de le regarder pour voir que c'est illégal, très bien. En plus, la personne en face n'a même pas besoin d'avocat. Et il nous a dit, quand vous recevez un dossier, vous le lisez, vous voyez si vous savez le faire ou pas. Et si vous savez le faire, vous dites juste... Et ça, ça sont des honneurs en plus parce que le client,
pense que ça va être très compliqué et que si vous y arrivez en plus, derrière, il y a une vraie gratification. Il aura une super belle image de vous. Si le client arrive chez vous avec un dossier hyper compliqué, il a l'impression qu'il va jamais s'en sortir, et que vous arrivez à l'en en sortir, peu importe que pour vous c'était compliqué ou pas, vous avez tout gagné. Encore une fois, vous avez gagné un client. Donc, ça fait partie de ces petits conseils, pour le coup paraverbaux, qui peuvent vous faire gagner un peu d'argent, un peu de renommée, un peu de prestige. N'hésitez pas, il y a une section sur Discord si vous avez des questions à poser, des lives, des sujets de live à proposer. Et s'il n'y a pas de questions, encore une fois, bon week-end et le plus important, la paix sur vous.